Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Pendant une heure, on va découvrir celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Réparer un cœur sans ouvrir le thorax, vivre avec un cœur artificiel, anticiper les crises cardiaques grâce à une simple goutte de sang. La médecine cardiaque se réinvente. Démonstration juste après ces titres. Les big data révolutionnent nos vies, notamment en matière de santé d'ailleurs. C'est aussi un marché qui pourrait peser 500 milliards de dollars d'ici 5 ans. Gros plan dans notre chronique Smart Money tout à l'heure. Dans Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce, vous découvrirez Piver. Piver, c'est un nouveau service de réparation de l'électroménager par visioconférence. Pour un non-bricoleur comme moi, je trouve que ça promet, mais on verra bien. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on parlera des matériaux de demain dans le secteur du bâtiment, béton recyclé, briques en plastique recyclé. On se lance dans l'éco-construction. Mais d'abord, on a rendez-vous chez le cardiologue. Bienvenue dans le futur. La médecine et la chirurgie cardiaque de demain, c'est donc le thème de notre débat tout de suite avec Bénédicte Garbil. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice générale France de Edwards Life Sciences. Le professeur Philippe Ménacher est également présent. Bonjour, heureux de vous accueillir, chirurgien cardiaque à l'hôpital Pompidou, membre du conseil scientifique de la Fondation Recherche Cardiovasculaire. Et puis avec nous au téléphone, le docteur Arnaud Rosier, qui est cardiologue, chercheur en intelligence artificielle et fondateur de l'entreprise Implicity. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour Thomas. La liaison est bonne, je viens vers vous dans un instant. Je vais commencer en essayant de comprendre et de vous demander de nous présenter vos dernières innovations aux uns et aux autres. Bénédicte Garbil, la spécialité d'Edwards Life Science, ce sont entre autres, il y a les valves cardiaques. La dernière innovation s'appelle le TAVI. Ça permet de remplacer une valve aortique sans ouvrir le thorax. Déjà, quand je dis ça, je trouve ça assez génial. Comment ça marche ? Expliquez-nous. C'est très simple, non je plaisante. En fait, ça nécessite quand même beaucoup d'expérience. Le concept est devenu de la base de la chirurgie cardiaque. Donc il y a des éminents chirurgiens cardiaques qui font des superbes chirurgies à cœur ouvert pour remplacer les valves, les réparer. Mais certains patients, en fait, n'étaient pas éligibles. Quand c'est une chirurgie cardiaque, c'est quelque chose qui est assez lourd. Vous vous retrouvez à cœur arrêté. La réhabilitation derrière est un petit peu longue. Il y a des patients qui ne peuvent pas tenir ça. Et donc, on a trouvé une autre solution. Et c'est une invention qui vient de la France, du professeur Cribier à Rouen. Il faut rendre hommage à ça. L'idée, c'est de passer par les artères. Alors on voit une simulation pendant que vous parlez, donc vous pouvez la décrire. On voit donc la valve qui est sertie sur un cathéter qui remonte jusqu'à la valve d'origine, la valve native. Ouais. Une fois qu'elle est bien positionnée, il y a un petit ballonnet qui va se gonfler et qui va prendre toute sa place au sein de la valve aortique. Et à partir de là, la réparation est faite. Et ça se fait à cœur battant. Et ça se fait même en sédation consciente. C'est-à-dire que les gens, les patients qui sont souvent très âgés, ne sont même pas sous anesthésie générale. Ça défie l'entendement pour un béotien comme moi. Je ne vous cache pas que la première intervention que j'ai vue, j'étais incroyable, surtout que le patient devait avoir quasiment 85, 86 ans, voire même plus. Et il était conscient 2 minutes après. Et 4 jours après, souvent, ils sortent de l'hôpital. Alors justement, évidemment, ça c'est un des effets très positifs, c'est-à-dire comme c'est moins invasif, il y a moins de conséquences. Le fait de ne pas arrêter le cœur aussi, en quoi ça change les effets secondaires, si j'ose dire ? Alors je passe sous le contrôle du professeur Ménacher, qui est nettement plus spécialiste que moi, mais forcément une circulation extracorporelle, une thoracotomie, c'est quand même des choses qui sont invasives. Ouais. Là, on parle d'une petite ponction au niveau de l'aine, c'est tout petit et ça se fait tout sous imagerie, donc effectivement la récupération est logiquement plus rapide. Professeur Ménacher, vous allez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui, mais quand vous avez, je sais pas, il y a 10 ans même ou 15 ans, vous pouviez imaginer opérer sans ouvrir le thorax ? Non, et je voudrais insister à nouveau sur ce que vient de dire Bénédicte Garbil. C'est vraiment le mérite d'Alain Cribier d'avoir cru en ce concept contre vents et marées, car nous étions finalement très nombreux à nous dire que c'était absolument impossible. Et lui y a cru, et non seulement il l'a cru, mais comme le dit le professeur Carpentier, qui, comme vous le savez, est un éminent chirurgien cardiaque, une idée n'est rien tant qu'elle n'aboutit pas. Et lui, il l'a fait aboutir, entre autres, grâce d'ailleurs à des laboratoires qui ont mis à son service des technologies extrêmement sophistiquées. Mais non, c'était quelque chose qui n'était pas aisément envisageable, et je dois dire que
ça marche. Et oui, voilà. Et le terme « ça ne marchera jamais », dans beaucoup de domaines, on l'entend une première fois, il faut oser aller au-delà. Il faut vraiment rendre hommage Oui. à l'obstination et à l'opiniâtreté d'Alain Cribier. Oui. Alors, vous travaillez, Philippe Ménacher, depuis des années sur la thérapie cellulaire des pathologies cardiaques et vasculaires. 2000, c'était la première greffe mondiale de cellules souches de muscles. Aujourd'hui, elles sont, si j'ai bien compris, incluses dans une sorte de patch que vous posez dans la zone de l'infarctus, c'est ça ? Oui, ça a été l'essai effectivement initial où ces cellules cardiaques, qui étaient dérivées de cellules souches embryonnaires, ont été intégrées dans un patch assez simple que je déposais sur la zone morte du cœur au cours d'interventions, alors effectivement plus invasives de chirurgie cardiaque. Oui. Ça a été la première étape, absolument. Et l'essai est terminé depuis maintenant 4 ans. D'accord. Et il a atteint ses objectifs de sécurité, essentiellement, puisque c'était la première fois, c'était vraiment l'objectif initial, être sûr qu'on n'allait pas générer des complications spécifiquement liées aux cellules. Et jusqu'à présent, ça a été le cas. Alors, le principe des cellules souches, qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi c'est si novateur ? Alors, je vais vous dire, la réponse que je vais vous faire n'a rien à voir avec celle que je vous aurais faite il y a 5 ans. Initialement, on pensait, les uns et les autres, que les cellules greffées allaient s'intégrer dans le cœur, allaient refaire du tissu cardiaque et remplacer par conséquent celui qui avait été détruit. Ça ne marche pas du tout comme ça. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que les cellules en question, elles vont au bout d'un certain temps mourir. Pour autant, elles peuvent avoir des effets bénéfiques. Donc la question s'est posée de savoir comment ces effets peuvent-ils survenir alors que les cellules ne sont plus là. Et en fait, beaucoup d'équipes à travers le monde ont pu montrer que ces cellules se comportent absolument comme des micro-usines qui libèrent, une fois qu'elles sont greffées, non pas des dizaines, non pas des centaines, mais sans doute des milliers de substances biologiques qui sont autant de petits médicaments. Et ce sont ces substances qui vont provoquer des phénomènes de réparation cardiaque à partir de voies, si vous voulez, qui sont déjà présentes dans l'organe. Comme on dit, on va réveiller un certain nombre de voies dormantes grâce à ces substances libérées par les cellules, de sorte que aujourd'hui, l'orientation se fait vers la seule administration des substances en question. Et c'est naturellement quelque chose qui intéresse beaucoup l'industrie, non seulement les biotech, mais les big pharma, parce que on sort du domaine strict de la thérapie cellulaire, même si les cellules sont là, mais elles ne sont plus greffées. Elles sont là pour produire les facteurs, et on va vers ce qu'on appelle d'ailleurs, au plan réglementaire, un médicament biologique. Ouais. Mais donc ça va bien au-delà de la chirurgie cardiaque. Ce que vous décrivez, ça vaut pour toutes les maladies. Absolument, absolument. Alors il y a des maladies pour lesquelles, par exemple les maladies oculaires, pour lesquelles la présence physique des cellules reste absolument, semble-t-il, nécessaire. Je parle sous le contrôle des ophtalmos. En revanche, dans d'autres disciplines, on a pu vraiment démontrer la stricte équivalence entre la greffe des cellules et la seule administration du médicament biologique qui représente l'ensemble des produits sécrétés. Et là, sur des interventions précédentes, vous avez plusieurs années de recul pour évaluer l'état de santé des patients Alors oui, puisque la première malade que j'ai opérée, c'est maintenant, ça fera 7 ans au mois d'octobre prochain, et le plus récemment opéré, c'est 4 ans et demi. Et donc, comme je vous le disais, c'était une étude de faisabilité et de sécurité, donc il faut toujours se méfier des conclusions sur l'efficacité. En tout cas, cette étude a eu en tout cas le mérite de rassurer un certain nombre d'équipes de par le monde qui étaient dans les starting blocks et n'osaient pas trop se lancer, et qui, constatant que finalement il n'y avait pas de complications particulières, développent aujourd'hui des essais. Il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a un qui vient de démarrer en Allemagne et un prochainement à Stanford. Alors, on va voir maintenant ce que l'intelligence artificielle peut aussi bouleverser dans vos métiers respectifs et dans la médecine et la chirurgie cardiaque. Arnaud Rosier, c'est le métier d'Implicity. Vous analysez les datas et vous mettez cette analyse au service des cardiologues, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. Alors voilà, Thomas, vous avez eu un peu les 3 volets là des innovations en santé. On a eu d'abord le matériel, il y a vraiment énormément de choses en cardiologie. Après, il y a l'aspect biologique un peu. Nous, on va être dans le numérique, effectivement. Ça vient finalement d'une opportunité et d'une contrainte à la fois. Moi, en tant que cardiologue, je suivais mes patients qui étaient équipés de pacemakers, donc des appareils qui régulent leur rythme cardiaque. Et puis, ces appareils se perfectionnant d'année en année, on finit par devenir comme tout le reste de nos objets communicants. Donc ces pacemakers sont devenus connectés, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'envoyer, pendant que le malade dort la nuit, tout un tas de données
jusque sur des serveurs des fabricants qui étaient mis à disposition des médecins. Et puis finalement, on a commencé à suivre nos malades à distance. Donc ça a d'abord créé un problème, c'est qu'on devait du coup être capable de gérer toutes ces données qui remontaient alors que les malades n'étaient pas là. Donc c'est de la télémédecine bien sûr, mais c'était déjà une difficulté. Et finalement, j'ai voulu créer cette entreprise, Implicity, qui est une entreprise qui vise à créer les outils pour résoudre ce nouveau métier des médecins et des équipes soignantes qui consiste à garder le lien avec leurs patients par le biais de toutes ces informations qui sont susceptibles de remonter, bien sûr, des pacemakers. Et là, c'est un cas particulièrement intéressant et c'est quelque chose qui est implanté dans le corps humain. Donc vous voyez que c'est assez excitant, mais aussi de tous les objets connectés dont on parle souvent et qui sont susceptibles d'améliorer les informations physiologiques dont on dispose sur les patients dans le temps quand les patients sont à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, quand on reçoit toutes ces données, derrière, ça ouvre la possibilité d'utiliser toutes ces informations pour mieux suivre les malades, pour développer des algorithmes, pour anticiper sur l'état de santé des patients, pour essayer de deviner, de prédire qu'ils sont en train de s'aggraver ou connaître leur état de santé. Et ça, c'est là qu'on va utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour essayer de faire ces prédictions. Alors, je voudrais insister là-dessus, Arnaud Rosier. Donc, c'est aussi un outil de prévention, c'est-à-dire que ça permet d'alerter les médecins sur l'état de santé des patients. Est-ce que vous venez de dire comment ça fonctionne ? Alors, si vous voulez, déjà, quand vous suivez un patient originellement avec un pacemaker et qu'il n'est pas connecté, vous le voyez tous les 6 mois, tous les 3 mois, et puis vous dites, bon, l'appareil marche bien, vous avez une espèce de gros appareils du fabricant pour communiquer avec son dispositif et vous vérifiez qu'il y a de la batterie, que tout fonctionne correctement, mais vous récupérez aussi toutes les mémoires de l'appareil, c'est-à-dire tout ce qu'il a enregistré parce qu'il est bourré de capteurs et il mesure des tas de choses. Et là, vous pouvez vous rendre compte, quand vous voyez le malade en consultation, qu'il finalement il y a eu un problème de rythme ou bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer au niveau physiologique et vous pouvez vous dire, mais ce malade-là, je dois le traiter, je dois lui donner un anticoagulant, je dois lui donner un traitement pour éviter d'autres problèmes, par exemple, pour éviter des accidents vasculaires cérébraux et des choses comme ça. Et quand vous suivez le malade à distance, vous allez avoir une information quotidienne. Mais cette information quotidienne, il faut la digérer. Donc là, vous devez déjà généralement soit avoir beaucoup de personnel, soit faire appel à des algorithmes pour un peu faire le tri. Donc ça, c'est sur l'aspect un peu triage. Et ensuite, si vous avez beaucoup d'informations sur beaucoup de patients et que vous pouvez suivre leur évolution, en utilisant des techniques d'apprentissage, comme on fait beaucoup maintenant, que ce soit dans la santé ou dans d'autres domaines, vous pouvez essayer de développer un modèle qui va vous dire « Attention, ce patient-là, j'en ai vu d'autres qui lui ressemblaient, et les autres se sont aggravés par la suite, donc peut-être qu'il faut que tu lui prêtes une attention particulière. » Merci, restez avec nous, Dr Rosier. Bénédicte Garbil, il y a aussi chez Edwards Life Science des outils comme ça, de prévention, ou d'anticipation. De prédiction. De prédiction, on peut même dire. On peut dire de prédiction. On a une activité outre les valves cardiaques, on fait du monitoring hémodynamique. Donc hémodynamique, donc ça marche comment ça? On reste dans le sang quand même. Il y a une notion de flux, on est quand même très branché sur le flux. Oui. Et donc, l'objectif, c'est pour les anesthésistes et réanimateurs de pouvoir suivre ces flux et de pouvoir anticiper quand l'état d'impatience se dégrade. Et donc, c'est des technologies qui existent. Aujourd'hui, l'avenir, et qui commence à ressembler au présent parce que c'est disponible, c'est de prédire la survenue de l'hypotension. Et on sait que l'hypotension mal prise en charge va compliquer derrière excusez-moi pour le barbarisme, la récupération du patient parce que ça complique l'intervention. Donc le but du jeu, c'est de prédire et d'alerter l'anesthésiste en disant attention, le patient risque d'avoir une hypotension, il faut que tu interviennes. Les données, le big data, comme on dit, l'intelligence artificielle, voilà, je scinde les deux, mais comment vous le recevez l'un et l'autre? Est-ce que vous le recevez aujourd'hui comme une aide, potentiellement comme un danger? On fantasme souvent sur la disparition des médecins, le robot chirurgien qui va prendre la place des médecins. Comment vous réagissez à ça, professeur Ménaché? Non, pas du tout avec crainte, au contraire, je pense que c'est une aide réelle. Oui. Il faudra toujours des médecins. Un patient ne se confiera jamais à un robot, en particulier s'il est gravement malade. Donc je ne suis pas inquiet sur la disparition des médecins en tant qu'êtres humains. Oui. Je pense qu'au contraire, ce sont des outils technologiques qui peuvent, de façon considérable, améliorer la sécurité des prises en charge. Mais par exemple, pour la chirurgie, il y a des robots chirurgiens. Oui, il y avait un robot, c'était Da Vinci, c'est ça, qui a été lancé il y a une dizaine d'années. Absolument, et qui marche très bien dans
plusieurs disciplines, pas tellement en chirurgie cardiaque pour différentes raisons, encore que certains l'ont utilisé, mais en gynécologie, en urologie, en chirurgie vasculaire, ça marche très bien. Ça améliore la qualité de la vision. Et par conséquent, ça peut également améliorer la précision et la qualité du geste. Donc c'est vraiment un appoint. Ouais. Les données couplées à des algorithmes, à de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi une aide au diagnostic, d'une manière générale, en santé en général et en médecine cardiaque en particulier. Exactement. Et puis il y a la notion de détecter les patients. Il faut savoir détecter, il faut savoir intervenir tôt. Et pour ça, les données sont extrêmement nécessaires. Et donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu de collecter les données. On n'y est pas encore, je pense, aujourd'hui. Il y a beaucoup de bases de données. Il faut pouvoir les analyser et identifier quels sont les marqueurs. C'est ce qu'expliquait votre invité, le docteur Rouzier. C'est identifier des signaux en analysant des grandes bases de données pour opérer un mode opératoire qui se répète chez des patients. Et on dit, celui-ci, il est à risque. Oui, alors justement, Arnaud Rosier, on peut parler d'un cas d'école, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle utilisée pour comparer des centaines de milliers d'électrocardiogrammes en très peu de temps, ça donne quoi exactement? Ça donne un diagnostic, ça donne une aide au diagnostic? Comment vous l'utilisez, ça? Alors ça c'est intéressant. Effectivement, nous on fait partie. En France, on a vraiment des sociétés exceptionnelles sur ces technologies. Chez Implicity, on travaille un petit peu sur le signal, et puis il y a une autre société qui s'appelle Cardiologues également, qui travaille sur l'électrocardiogramme que vous mentionnez. Ce qui est très intéressant dans votre exemple, c'est que l'électrocardiogramme, c'est cette espèce de tracé là qui est enregistré avec des électrodes et qui permet un petit peu d'analyser l'activité électrique du cœur et de voir tout un tas de choses qui se limitent pas que à l'électricité, mais aussi au vaisseau et au fonctionnement du cœur. C'est typiquement quelque chose que les humains ont appris sur 150 ans en regardant les tracés à interpréter. Bon, et puis maintenant, on en a développé une science, mais finalement, quand vous donnez à la machine tout un tas d'exemples et les diagnostics en face parce que vous avez fait une échographie, un scanner ou un autre examen à votre patient et donc que vous savez qu'est-ce qu'il y a en dessous, le modèle va être capable d'apprendre et de répliquer ça et de faire effectivement de l'aide au diagnostic. L'aide au diagnostic ou le diagnostic, c'est plus un aspect réglementaire. L'aide au diagnostic, ça veut dire qu'il y a un humain qui est censé se débrouiller quand même pour prendre la décision. Et puis quand c'est vraiment du diagnostic, ça veut dire que vous avez intérêt à ce que votre système soit très fiable parce que vous prétendez remplacer en moins en partie l'activité humaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est analogue finalement à la reconnaissance faciale que vous avez maintenant dans votre smartphone ou sur vos bases de photos personnelles où on va vous mettre ça c'est votre petite fille et puis ça c'est votre ami, etc., automatiquement. On a fourni de la donnée à des approches logicielles qui ont créé des modèles et qui sont capables de les répliquer avec un aspect très important qui est qu'on peut répliquer à l'échelle. Et donc, quand on fait du diagnostic ou de l'expertise comme ça sur de la radiologie ou des signaux, ça veut aussi dire que l'expérience devient collective, elle devient dans le modèle et elle peut être partagée au plus grand nombre sur des pathologies très spécifiques. Professeur Ménacher, vous êtes, je l'ai dit en préambule, membre du conseil scientifique de la Fondation Recherche Cardiovasculaire. Et dans ce cadre, il y a un programme scientifique, lui aussi innovant, spécifique sur le cœur des femmes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Absolument. Alors, la Fondation Daniel Herman a été créée par Madame Herman, qui avait payé un lourd tribut à la chirurgie cardiaque et souhaitait rendre un petit peu à la cardiologie ce qu'elle avait reçu. Et très tôt, cette fondation a identifié parmi les thématiques à soutenir de façon un petit peu spécifique les problèmes des maladies cardiaques chez les femmes. Alors, beaucoup ignorent par exemple qu'en France, et pas uniquement en France, il y a plus de femmes chaque année qui meurent d'insuffisance cardiaque que de cancer du sein. Effectivement. Et donc, il y a un vrai problème. Ouais. Et sur ce plan, donc, la Fondation soutient d'une manière sélective des projets qui visent à développer des recherches sur les aspects diagnostiques, prédictifs, thérapeutiques, qui ont trait aux pathologies cardiaques des femmes, qui ont certaines spécificités. Oui, notamment les signes avant-coureurs d'une attaque cardiaque ne sont pas les mêmes que pour les hommes. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Les prises en charge ne sont pas non plus toujours les mêmes. La nature des artères coronaires n'est pas la même. Le tissu valvulaire n'est pas le même. Donc il y a vraiment, si vous voulez, un certain nombre de spécificités. Et c'est le mérite de la Fondation que de l'avoir reconnu il y a déjà longtemps et d'avoir donc privilégié ces thématiques parmi celles qui doivent être soutenues. Est-ce que, vous disiez, je n'imaginais pas il y a 15 ans pouvoir faire une opération sans ouvrir le thorax. Vous pensez qu'il y a des maladies, notamment grâce à ce que vous avez prouvé, qui peuvent disparaître dans 10 ans ?
Oui, mais elles seront remplacées par d'autres. Nous venons d'en connaître un exemple typique. Oui. Donc ne nous faisons pas trop d'illusions là-dessus. Tous guéris dans 10 ans, vous y croyez pas? Non, pas du tout. Parce que c'est le titre d'un livre d'un ami qui est médecin, qui est cardiologue, le docteur Guez, pour ne pas le nommer. Donc, Oui. Que je connais bien. Mais oui, ça rend optimiste quand même. Oui. Si vous me permettez, je vais quand même aller dans son sens. Oui. Je suis d'accord, il y aura toujours des maladies qu'on découvrira. En revanche, il y a des maladies dont on mourrait, dont on ne mourra plus. Et je pense que c'est là où on a intérêt, et nous on le voit, ce qu'on a fait sur la sténose aortique, hein, qui est cette maladie du vieillissement, puisque la maladie intervient avec le vieillissement, donc pas de bol. Oui. Aujourd'hui, on ne meurt plus d'une sténose aortique. Quand elle est bien prise en charge, les gens continuent leur vie, alors que si elle n'est pas prise en charge, le taux de décès est de 50% à 2 ans. C'est énorme. Ce qu'on a fait sur la valve aortique, demain, on la fera sur la valve mitrale qui est déjà prise en charge par les chirurgiens et donc ça continuera, et surtout sur la valve tricuspide qu'on appelle la valve oubliée. Personne ne la connaît celle-ci. Et pourtant, c'est une tueuse redoutable. Bon. Et ben voilà, un message d'espoir. Merci à tous les deux, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant pour un béotien comme moi. En plus, tout était clair. Merci d'avoir vulgarisé au maximum, c'est vraiment sympa. On va continuer, parler de Big Data, mais côté business tout de suite, c'est Smart Money. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre zoom hebdomadaire sur les placements d'avenir, les secteurs de la tech aussi, avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, responsable de l'analyse de marché chez eToro. On va donc parler des big data. On va décortiquer le marché des big data tout de suite. Et peut-être commencer par définir de quoi l'on parle, parce que tout le monde utilise le terme, mais voilà, c'est quoi exactement? Oui, c'est vrai qu'on peut donner une définition du big data. Donc en français, littéralement, c'est les grosses données. En fait, ça désigne l'ensemble des données numériques qui sont produites par l'utilisation des technologies, en fait, tout simplement. Donc ça va recouper tout type de données. Ça va être aussi bien les données d'entreprise, notamment les mails, les documents, que le contenu publié sur le web. Donc ça peut être les échanges sur les réseaux sociaux, les achats en ligne, également les données, aussi les données transmises par les objets connectés. Donc vraiment, ça recoupe tout type de données. Et alors, les spécialistes de la big data parlent souvent des 4 V. C'est quoi les 4 V? Alors, effectivement, les 4 V, c'est tout d'abord le volume, qui est forcément massif et très important. La variété des données, on regroupe à peu près 3 types de données. Les données brutes, données non structurées et semi-structurées. Ensuite, il y a également la vélocité, et ça c'est très important parce que le fait que ces données soient récoltées, analysées et puis stockées, ça se fait en temps réel. Et le 4e V, qui est peut-être le plus important, c'est la véracité, c'est-à-dire que les entreprises sont très à cheval sur justement la crédibilité de la source et aussi la qualité du contenu de ces données. Alors, on imagine, on le voit nous dans cette émission régulièrement, c'est un peu dans tous les secteurs. Quels sont les secteurs concernés par le big data aujourd'hui? Alors, en fait, l'idée principale du big data, c'est que plus vous en savez sur quelque chose, plus vous allez pouvoir en tirer de l'information. Ça va être un formidable outil d'aide à la décision. Et notamment, le big data est très utilisé à des fins marketing, notamment dans les développements de produits ou l'expérience client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut maintenant prédire quel segment de sa clientèle va utiliser tel ou tel produit et à quel moment on va lancer le produit sur le marché. Donc c'est vraiment très utile à des fins marketing. Ensuite, il y a les objets connectés. Les objets connectés utilisent les big data pour fonctionner tout simplement, c'est indissociable. Le machine learning, qui est une technologie d'intelligence artificielle, on en a parlé la semaine dernière, le machine learning utilise forcément le big data parce qu'on a créé des ordinateurs qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes et c'est avec le big data, enfin les données en masse qui peuvent fonctionner. Et puis il y a également les voitures autonomes, il y a également la recherche médicale, on en parlait à l'instant, précédemment, et aussi la finance. Alors la finance justement, comment le big data est utilisé par le secteur de la finance? Alors en fait, certains analystes utilisent le big data dans le traitement automatique du langage. C'est-à-dire que pour analyser, on va utiliser le big data pour analyser des conversations téléphoniques, par exemple, entre investisseurs et dirigeants d'entreprise. Et en fonction de la teneur de ces propos, on va avoir une opinion positive ou négative sur des sociétés, ce qui va permettre après aux investisseurs et aux sociétés de gestion d'investir dans telle ou telle société. Alors, qui sont les principaux acteurs de ce marché? Alors, les
Historiquement, sur ce marché, on a bien sûr les fournisseurs de solutions informatiques, type HP, Oracle ou encore Capgemini en France, qui ont été les premiers à lancer et à construire des data centers et aussi à concevoir des systèmes qui vont analyser et stocker ces données en masse. Il y a bien sûr les acteurs du web, style Facebook, Twitter ou Google, qui l'utilisent bien sûr de manière très, très significative. Ensuite, il y a les spécialistes de solutions Big Data qui sont arrivés il y a une dizaine d'années. On va citer donc Teradata, EMC ou encore Hortonworks qui sont les leaders. Et puis en France, les pionniers ont été Urance et Dataiku qui ont été les pionniers dans le Big Data. Ensuite, on va aussi avoir des sociétés comme Criteo ou Squid qui sont plus dans l'analyse des données. Ma question traditionnelle de fin de chronique, faut-il investir ? Alors, c'est vrai que le big data, c'est un marché en plein essor. C'est un marché qui, selon plusieurs analystes, croît entre 12 et 14%. C'est un marché qui pèse un peu moins de 200 milliards aujourd'hui et qui, dans 5 ou 6 ans, va atteindre la barre des 500 milliards de dollars. Alors, il est vrai que l'IT, donc tout ce qui est les solutions informatiques, domine ce secteur, mais il y a une part de plus en plus importante du cloud. Le cloud, c'est aujourd'hui 20-25% et ça va représenter quasiment 50% dans les prochaines années. Donc on voit que le cloud aussi va vraiment utiliser le big data. Et puis en fait, étant donné que la transformation numérique, c'est un des principaux moteurs de dépenses pour les entreprises, elles utilisent forcément le big data et donc c'est vraiment, je pense, un secteur qui va vraiment croître sur les prochaines années. Merci Antoine Fraisse-Soulier, merci. À très bientôt, évidemment, dans Smart Future. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro. On passe à Smart Connect, les coulisses du e-commerce. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect avec Van Fantan, qui est cofondatrice, directrice générale de Piver. Bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir. Piver, c'est un service de réparation par visioconférence. Vous l'avez créé quand et pourquoi? C'était quoi l'idée de départ? Alors, Piver, l'entreprise a été fondée en octobre 2019, mais on travaille dessus avec mon associé Marine depuis mai 2019, donc c'est un projet qui est quand même assez récent. Il est parti vraiment d'un constat que le gros électroménager était assez mal adressé en termes de solutions de réparation. On avait fait une énorme étude auprès de plusieurs centaines de clients pour savoir justement comment ils géraient la fin de vie de ces appareils qui sont plutôt massifs, assez lourds et relativement chers quand même dans les budgets des foyers. Et c'est vrai que les solutions de réparation, soit quelqu'un vient à votre domicile et forcément avec le déplacement, les coûts sont de plus en plus chers. Soit vous essayez de réparer tout seul, mais il y a tellement de solutions et d'informations sur Internet que ça peut prendre beaucoup de temps. Soit vous achetez du neuf, et c'est vrai que dans l'ère de l'économie circulaire, où on est de plus en plus concerné sur l'impact de nos déchets, ce n'est pas une solution qui est vraiment viable. Ouais. On jette trop souvent de l'électroménager qui est réparable. Ça, c'est vraiment aussi le point de départ de votre démarche. Ça marche comment, en fait? C'est quoi? C'est un site? C'est une appli? Comment ça fonctionne, Piver? Alors, on a un site Internet, piver.fr. Donc, si vous, Thomas, vous avez un problème de lave-linge, disons, ce soir en rentrant chez vous... Ah bah non, vous allez me porter l'œil. Non, imaginez. Ne vous inquiétez pas, allons-y. Et si jamais si vous avez une panne, vous pouvez aller directement sur notre site pour prendre rendez-vous pour un premier appel gratuit de préqualification. Donc, à l'heure prévue, vous allez être appelé par un de nos conseillers en interne pour essayer de préqualifier votre panne, prendre davantage de description de votre panne et savoir si c'est adressable ou non par visio. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines pannes qui sont quand même très difficiles à réparer par un particulier. Et donc, dans ces cas-là, on ne va pas du tout recommander la réparation en visio. On va essayer de plutôt rediriger vers des partenaires en intervention à domicile. Et donc, ensuite, on va se dire, OK, on peut réparer, il faut commander une pièce éventuellement. Exactement. Après cet appel de préqualification, vous allez être mis en relation avec un de nos techniciens en visio qui va vous aider à démonter votre appareil et essayer de diagnostiquer l'origine de la panne. Si la panne est réparable juste en une fois, très bien, vous serez réparé. S'il y a besoin d'une pièce détachée, on vous fait un devis que vous êtes à même d'accepter ou non et cette pièce sera directement livrée à votre domicile. C'est quoi le modèle économique? On paye pour le dépannage, vous gagnez de l'argent aussi sur les pièces détachées, comment ça fonctionne? Alors exactement, on a un forfait de 39 € pour la réparation.
Donc une partie est reversée à nos techniciens, une partie est pour nos coûts en interne. Sur la pièce détachée, on prend aussi une petite marge. Et on est aussi apporteur d'affaires pour des partenaires en intervention à domicile et aussi pour des appareils reconditionnés dans le cas où le coût de la réparation serait trop élevé et que le particulier ne veut pas aller au bout de sa réparation. On propose aussi des appareils reconditionnés, toujours dans l'idée d'éviter l'achat d'appareils neufs. Vous avez signé un partenariat avec Cdiscount il y a quelques mois, ça fait 7 mois je crois. C'est quoi le bilan? Qu'est-ce que ça change pour vous? Parce que Cdiscount, c'est quoi, 9 millions d'utilisateurs, de clients? C'est une grosse visibilité, effectivement. Alors Cdiscount nous a accompagnés quasiment depuis le début de Piver, bon, un peu après notre lancement quand même, mais ils ont tout de suite vu un vrai avantage dans notre solution. Donc depuis plusieurs mois, effectivement, on travaille avec eux sur notamment toute une partie sur les services et la gestion de la seconde vie. On est sur plusieurs pages de leur site et effectivement, ça nous donne énormément de visibilité et de notoriété, que ce soit pour nos clients en B2C, mais aussi pour la renommée globale de notre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel bilan vous faites en 7 mois? Vous avez dû vous adapter, avoir plus de conseillers. Qu'est-ce que ça a provoqué comme changement? Alors effectivement, même au sein du parcours client sur le site de Cdiscount, notre parcours a beaucoup évolué. On a travaillé énormément avec leur relation commerciale sur le positionnement sur notre site pour toujours améliorer notre parcours client. Et effectivement, c'est aussi dû à la crise sanitaire qui a quand même beaucoup aidé notre service. Mais entre, on va dire, avant le Covid, en mars dernier, et maintenant, on a quand même une croissance qui est assez conséquente. Oui, effectivement, l'année Covid, pour un service comme le vôtre, ça a été un impact bénéfique. C'est un impact assez bénéfique. On l'a surtout remarqué durant le premier confinement. Ouais. Effectivement, les gens avaient un peu peur de se déplacer chez les uns, chez les autres. On avait peur de recevoir aussi à domicile. Donc en fait, les solutions de réparation étaient très restreintes. Et à part la réparation en visio, il y avait très peu de solutions. Donc vraiment, pendant le premier confinement, on a eu un x4 dans notre acquisition. C'était vraiment impressionnant. Depuis, on a toujours un peu de croissance, mais c'est quand même beaucoup moins représentatif que lors du premier confinement. Merci beaucoup, merci Van Fantan. Bon vent à Piver. Voilà, on marque une courte pause de pub de 2021 et puis on se retrouve dans le futur à la découverte des nouveaux matériaux du bâtiment. La seconde partie de ce Smart Future dans laquelle on explore, comme chaque semaine, la ville intelligente. Tout à l'heure, dans Smart Move, on va grimper sur les vélos éco-responsables et recyclables de Mobius Bike, un mariage entre le bambou et l'aluminium, vous verrez. Dans la chronique Horizon 2040, Olivia Hieré-Dobré nous présentera ces immeubles champignons ou comment le mycélium peut se transformer en matériau de construction. Ça fera certainement réagir les invités du débat de Smart City. Tout de suite, on vous dévoile les bâtiments et les matériaux du futur. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Quels matériaux pour les bâtiments du futur? C'est le thème de notre débat. Tout de suite, on répond à cette question avec Stéphane Poulard. Bonjour. Bonjour. Président de l'entreprise de terrassement Poulard. Jean Pouletti, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur commercial et marketing de l'atelier Samji. Et puis avec nous en visioconférence, Claude Lefrançois, initiateur du mouvement des habitologues, une formation à l'analyse des bâtis anciens. Vous avez consacré plusieurs livres à l'éco-construction. Bonjour, bienvenue, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Oui, je vous reçois haut et clair, parfait. Comme disent les militaires, merci beaucoup. On vous revient vers vous tout de suite. Je voudrais commencer avec mes invités en plateau pour que vous présentiez l'un et l'autre vos innovations. Stéphane Poulard, vous avez mis au point un béton recyclé. Il faut nous le présenter. C'est quoi les caractéristiques de ce béton recyclé? Alors, c'est un béton qui est issu des bétons de démolition. On les broie et à la sortie, on a du sable et des gravillons pour refaire des bâtiments comme les bétons de granulats naturels. Quand on vous entend, ça semble simple. Ça a pris un peu de temps, j'imagine, de recherche, de développement pour arriver là. Je travaille dessus depuis 2010. Pourquoi? Qu'est-ce qui était compliqué en fait? En fait, il y a toute une mise au point. Pour avoir des matériaux de qualité, il faut tout un process de mise au point sur chaque caractéristique de ces matériaux. Et sur chaque phase du process, il faut travailler sur la dureté du matériau, sur sa propreté, sur sa porosité,
sur sa forme. Et en fait, il y a vraiment toute une mise au point à travailler. Et ensuite, on a pu lancer la production en 2017. L'un des enjeux, je crois, c'est aussi de séparer le béton des autres déchets de démolition. Ça, oui, alors, il y a c'est peut-être la phase initiale, d'ailleurs. Oui, c'est la phase initiale, c'est la phase lors des démolitions. Lors des démolitions, on retire le bois, le maximum de plastique, de plâtre, mais tout ne peut pas être retiré. Et dans ce process, on va finir de retirer, on va finir de nettoyer ces matériaux. Et vous avez breveté ce béton recyclé, qui est maintenant utilisé. Qui est utilisé depuis combien de temps? Qui est utilisé depuis 2017 et qui est donc au début des artisans autour de chez nous et maintenant par les industriels de la région et de Paris. Jean Pouletti, l'atelier Samji a mis au point une brique qui est pas comme les autres. Votre matière première, c'est quoi? C'est du plastique recyclé, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, nous, c'est des granules, c'est pareil, c'est des granules de plastique recyclé. Donc, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on récupère les déchets, on les nettoie, on les broie et on les trie par couleur. Donc ça, on les trie par couleur avant de les broyer. C'est plus simple. Et après, on injecte ça pour en faire des briques à l'aide d'une extrudeuse. Voilà, donc là aussi, ça semble simple. Ça a dû être un peu plus compliqué que ça à mettre au point, non? Alors, à mettre au point, nous, on a été accompagnés par Precious Plastic. Donc on fait partie de ce mouvement et on s'entraide un petit peu. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur le sujet et on a suivi on s'est jeté dedans et donc maintenant on commence à faire d'autres choses que la brique également. Par exemple alors on fait des panneaux et on se travaille aussi, on développe des nouveaux procédés avec des sociétés de rotomoulage pour faire des modules qui seraient adaptés soit aux boutiques ou aux particuliers. On travaille dessus actuellement. Alors, la question pour vous deux, il faut évidemment que ce nouveau matériau il soit aussi résistant, enfin, il soit utilisable comme les précédents. Pour les briques plastiques, ça a autant de qualité qu'un plastique de départ ou qu'un matériau qui va servir justement à la décoration, au design à la construction? Alors, au niveau, nous, on ne fait pas de construction de maison, mais justement, c'est plutôt des produits qui sont adaptés à la décoration et à l'aménagement d'espace. Alors oui, c'est très solide. Enfin, la brique, elle fait 1,5 kg de plastique recyclé. Donc, ça représente quand même un bon bloc de plastique. Et les panneaux qu'on pratique, on peut choisir entre 10 et 20 mm d'épaisseur. C'est une résistance qui est, comme je dirais, du bois massif. Ça se travaille aussi bien que le bois massif d'ailleurs. Et voilà, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est surtout les résistances au feu qu'on essaie de travailler au maximum. Et c'est en cours de procédé. Nous, on est une jeune société, on a 1 an et demi d'existence. Donc voilà, mais c'est un... Il y a encore de la recherche et c'est ça qui est passionnant. Claude Lefrançois, j'ai pris le temps de présenter ces deux innovations. On est vraiment au cœur de l'économie circulaire. Est-ce que vous diriez que c'est tout simplement l'avenir du bâtiment, l'économie circulaire? Il n'y a plus d'alternative. Est-ce que vous allez jusque-là? Alors, je vais plus loin. Je vais plus loin dans le sens où recycler, c'est déjà... apporter une transformation, consommer de l'énergie, de transport, de mécanisation, etc. Alors que le mieux serait probablement de ne pas avoir à recycler. Puisque, comme on dit que l'énergie la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas, je dirais que le recyclage le plus facile est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Et donc, notamment dans l'immobilier ancien, puisque j'ai été constructeur, j'ai travaillé un peu dans les deux domaines, mais l'immobilier ancien a l'avantage de déjà exister. Et une étude faite par l'ADEME laisse apparaître que si on prend une même surface habitable et une même destination d'usage, si on prend un bâtiment neuf que l'on va amener à un niveau de BBC, bâtiment basse consommation, pour une même surface, il faudra 40 à 80 fois plus de ressources que pour avoir le même niveau BBC en partant d'un bâtiment déjà existant et en le remettant au niveau actuel de ce que l'on souhaite avoir en termes de confort. Donc, c'est possible, pardon de vous interrompre, c'est possible quel que soit l'ancienneté, le style du bâtiment, même dans des bâtiments, dans des quartiers historiques, cette démonstration, elle vaut pour l'ancien en général? Alors, elle vaut pour l'ancien, il faut toujours moduler, parce que si on est face à un immeuble qui menace péril,
C'est sûr que là, il vaut peut-être mieux le démonter et recycler les matériaux qui ont servi à son édification. Mais heureusement pour nous, beaucoup de matériaux n'en sont pas là, beaucoup d'immeubles n'en sont pas là. Et on peut, notamment dans des quartiers de ville, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient même plus récents, on peut parfaitement imaginer de vider ces enveloppes et de repartir avec le fait qu'elles existent déjà, l'émission de CO2 qui est inhérente à tout acte d'édification, de construction, mais à tout acte dans la vie, hein. Eh bien, les émissions de CO2 ont déjà été faites. Donc, c'est presque dommage de devoir démonter, qui va nécessiter encore de la mécanisation, donc émettre encore du CO2, retransformer et reconstruire, qui va encore émettre du CO2. On accentue, on charge la mule encore plus au niveau de ses impacts sur le climat, par exemple. Donc, c'est pour ça que, avec le temps, en vieillissant, en évoluant, je me suis rendu compte que il était souhaitable de s'en tenir le plus possible à l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés. Donc biosourcés parce qu'ils sont déjà en matière de recyclage, ils vont se recycler tout seuls, hein. Il suffit de laisser la nature faire son œuvre. Une brique en terre cuite, si on la laisse exposée à l'eau et au gel, elle va redevenir de la terre, hein. Et le bois, lui, va tout simplement connaître sa fin de vie par putréfaction, etc. Hein. Alors, donc, je reprends la main. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Stéphane Poulard, je voudrais revenir justement et rebondir sur ce que vient de dire Claude Lefrançois. Le béton recyclé, il peut venir en appoint avec un béton classique, il peut servir à totalement rénover ou reconstruire ou construire un bâtiment neuf. Comment il est utilisé aujourd'hui ? Nous, on travaille sur les granulats, sur la matière qui va servir à fabriquer le béton. Oui. Donc voilà, ce sont ces matériaux qui sont recyclés. Oui. Donc on peut tout à fait s'en servir pour remplacer des granulats classiques. Oui. Et toutes les il a vraiment les mêmes caractéristiques, la même résistance. Même par rapport à certains granulats, on a des résistances qui sont supérieures. Parce qu'on travaille avec des bétons à la base qui étaient des bétons de silex, et en tout cas sur notre région, alors que beaucoup de bétons aujourd'hui sont réalisés à partir de granulats de calcaire. Et on a des meilleures résistances, et les préfabricants, les industriels préfèrent travailler avec nos matériaux. Et en fait, tout ça a été mis au point avec un centre d'études national, le CERIB, pour normer tous ces matériaux pour qu'ils soient réutilisés dans la construction sous des normes, sans avoir aucun problème, avec niveau assurance, niveau mise en œuvre et bureau de contrôle. Utiliser des matériaux biosourcés, comme le disait Claude Lefrançois, vous le voyez de plus en plus apparaître sur certains chantiers, vous ? Oui, mais en fait, il faut de tout. Oui. Comme il disait, il y a certains bâtiments, il faut les rénover parce qu'ils ne sont pas arrivés en fin de vie, mais il y a certains bâtiments qui arrivent en fin de vie, il y a les aciers qui ressortent du béton, les bâtiments ne peuvent plus être sauvés, donc cela va falloir les démolir, et il y a besoin de toutes ces façons de travailler. Jean Pouletti, l'atelier Samji, vous créez des objets. Oui, nous, voilà, on passe du déchet à l'objet. Oui, c'est ça. Exactement ça. Donc, vous créez des objets. Donc, le beau, on peut parler de ça aussi. Pour vous, c'est un levier d'évolution, de changement et notamment de transition écologique ? En tout cas, c'est ce qu'on croit. On pense que pour notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut faire du beau dans le recyclé, et de le démocratiser dans le sens où le fait qu'on trie les couleurs, qu'on sépare ces plastiques, ça nous permet de pouvoir gérer la pièce finale très colorée, alors que le plastique recyclé qu'on connaît aujourd'hui est souvent mélangé, donc toutes les couleurs mélangées, ce qui crée une couleur assez marron. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir justement créer des couleurs avec des matériaux recyclés, et donc du beau. On a vu, on va peut-être pouvoir la remettre, des images je pense que c'est une boutique sur laquelle vous avez travaillé. Ça fait partie voilà, on revoit l'image, ça fait partie des chantiers sur lesquels vous bossez, c'est ça ? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille énormément avec les magasins, donc tous la partie retail design. Et on propose également des ateliers qui sont faits en magasin.
on déplace une sorte de mini-usine où on transforme le plastique en direct pour que le client voit l'impact, la possibilité de recyclage, sans voir trop les difficultés qu'on a derrière à trier le plastique. Mais l'objectif, c'est de montrer que c'est possible et d'avoir un objet beau pour que justement faire prendre conscience aux gens que voilà, l'intérêt de mettre le plastique au bon endroit, dans la bonne poubelle, finalement, ça sert. Ouais, avec un impact direct. Claude Lefrançois, est-ce qu'il y a d'autres nouveaux matériaux? Vous avez parlé des matériaux biosourcés, mais est-ce qu'il y a d'autres nouveaux matériaux qui apparaissent, qui viennent compléter les deux innovations dont on parle ici? Alors oui, bien sûr, il y a toujours un tas de nouvelles possibilités qui se font jour. Je rejoins tout à fait ce que disait M. Poulard, hein, et on a besoin de toutes les ressources, hein, c'est évident, puisque on est en pleine rénovation urbaine, par exemple, et les ressources, on en a besoin. Alors, par contre, plutôt que de parler de nouvelles ressources, moi j'aimerais bien qu'on voit se développer plus des ressources produites, enfin des matériaux produits à partir de ressources connues et anciennes. Par exemple, on voit un retour de la chaux, on voit que le bois reprend une place prépondérante dans le bâtiment, ce qu'il a eu pendant des siècles et des siècles, hein, si ce n'est avec l'invention du ciment Portland, qui fait que le XXe siècle a fait un petit peu... à échapper au diktat des matériaux naturels. Mais c'est un retour vers le naturel. On voit de plus en plus apparaître des bétons à base de chanvre, de chaux, etc. La terre reprend sa part de marché et apporte sa contribution. Notamment le chantier, par exemple, du Grand Paris va générer des quantités phénoménales de terre. Il va falloir à un moment donné que l'on trouve des destinations d'usage à cette terre, et en la valorisant le mieux possible. Donc, je ne pense pas qu'on puisse opposer la modernité et l'ancien en disant que les matériaux anciens seraient un peu dépassés et les matériaux modernes auraient d'autres capacités, peut-être meilleures, plus grandes. Je crois que simplement il y a des destinations d'usage, il y a des possibilités pour chaque matériau à trouver sa place, et le biosourcé doit y contribuer de plus en plus. D'ailleurs, c'est ce vers quoi tend la RE 2020. Hein. Le géosourcé, pour limiter les déplacements, c'est aussi très important de le prendre en compte. Stéphane Poulard, ça vous a fait réagir le chantier du Grand Paris, cette quantité effectivement impressionnante de terre. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Oui, tout à fait. En fait, c'est la phase 2, Granudem. Au début, on a travaillé sur les bétons de démolition. Maintenant, on travaille sur les terres de terrassement et on récupère tous ces sables et ces pierres qui sont dans ces terres. Et en fait, on peut recycler jusqu'à 70%, même des fois 80% de ces terres. Et en fait, donc, on évite beaucoup de transport aussi. On transforme les matériaux en ville. En fait, les villes sont nos carrières de demain. C'est-à-dire, pour bien comprendre, le site sur lequel la terre a été récupérée, vous réussissez à la réutiliser sur place? Alors, ou à proximité? Faire quelques kilomètres. Oui, à proximité en tout cas, ouais, c'est ça. Et on refournit la ville en matériaux. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Claude Lefrançois, vous avez créé, on aime bien ici aussi se projeter dans les métiers du futur, une formation d'habitologue. C'est la première fois que j'entendais ce mot. C'est quoi un habitologue? Alors, c'est normal que ce soit la première fois, parce que c'est effectivement une première. Hein. L'habitologue, alors, c'est un métier, une fonction. Il a fallu lui trouver un nom. Et en vieillissant dans le métier, je me suis rendu compte que on avait beaucoup de spécialistes on a des bons maçons, on a des bons charpentiers, on a des bons plaquistes, on a des bons électriciens, on a des bons plombiers. On a vraiment la chance d'avoir un tissu de professionnels de qualité. On a de bons architectes qui, eux, ont été formés à concevoir... Parce qu'il faut vraiment que vous m'expliquiez ce qu'est l'habitologue. Là, il nous reste 30 secondes. Allez-y. 30 secondes. Eh bien, on va faire une comparaison. Si vous avez un symptôme, vous vous ressentez pas bien, vous allez chez un pharmacien, vous dites voilà, j'ai quelque chose qui ne va pas, donnez-moi un médicament pour me soigner. Alors lui, c'est un spécialiste de la pharmacopée et il va vous donner quelque chose qu'il croit être bien.
et vous allez le prendre et on va espérer que ça se passe bien. Par contre, dans la logique, quand on se sent pas bien, on va voir d'abord son médecin généraliste qui, lui, fait un diagnostic et en fonction de ce qu'il va découvrir, va prescrire une ordonnance et des médications. Et en fait, l'habitologue, si on veut résumer, c'est le médecin généraliste du bâtiment. D'accord, c'est celui qui fait le diagnostic sur un bâtiment ancien qui a besoin d'être rénové. Pardon, mais je suis obligé de vous interrompre parce que le temps a filé. Je vous redonnerai peut-être la parole, mais juste après la chronique d'Olivia Hierret-Daubré, c'est Horizon 2040. Horizon 2040, la chronique d'Olivia Hierret-Daubré. Bonjour Olivia. Est-ce qu'on va... Vous vous souvenez des Schtroumpfs? Vous avez forcément lu cette bande dessinée ou vu les dessins animés. Ils vivent dans des champignons. Est-ce qu'on ne va pas, nous aussi, se mettre à vivre dans des champignons? En tout cas, des scientifiques, des architectes se tournent de plus en plus vers ce matériau, Olivia. Mais tout à fait, Thomas, parce que les champignons possèdent de nombreux atouts, du moins le mycélium. C'est la partie filamenteuse du champignon qu'on peut comparer grossièrement à ses racines. Elle est enfouie dans le sol et absorbe les minéraux qui servent à fabriquer sa partie visible, son pied et sa coiffe. Premier avantage du mycélium, son impact sur l'environnement est quasi inexistant. C'est une matière biologique, donc 100% biodégradable et recyclable. Et puis il y a un autre avantage, il se nourrit d'autres matériaux comme la sciure de bois ou les déchets agricoles. Tout à fait. En Indonésie, par exemple, où il y a une forte demande de construction à cause de l'explosion démographique, une start-up cultive carrément des briques de mycélium. Pour cela, elle le mélange à des déchets fournis par des agriculteurs, le place dans un moule et le laisse s'y développer. Il va alors reproduire ce qu'il fait sous le champignon, créer un réseau de minuscules filaments et lier les déchets les uns aux autres. Après l'avoir séché quelques jours, on obtient un matériau solide, plus résistant qu'un parpaing et qui a des capacités d'isolation. Pour le moment, la start-up en fait des panneaux qui servent à décorer des espaces publics et des résidences. Et ces briques à base de champignons, écoutez bien, on pourrait les retrouver dans l'espace. En tout cas, la NASA étudie le procédé pour faire pousser les futures bases habitées sur Mars. Mais Thomas, imaginez une maison qui pousse et se répare seule. Tout ça grâce à des champignons envoyés par fusée. Elle est composée de 3 couches. La couche extérieure faite de glace pour protéger les personnes des rayons cosmiques, mais aussi alimenter la seconde couche. Celle-ci, faite de microbes photosynthétiseurs, produit l'oxygène pour les habitants. Et enfin, les briques de mycélium en 3e couche. Et pourquoi la NASA s'y intéresse? Déjà parce qu'il est simple à transporter, donc c'est économique. Ensuite, c'est un matériau qui s'autoproduit et qui s'auto-répare. Par exemple, si un mur est abîmé, il suffit de nourrir le mycélium pour faire repousser la maison comme un champignon. Ça vous inspire, ça? Ah oui, carrément. C'est incroyable. Oui, on est un peu dans la même démarche que la vôtre, en fait. Oui, enfin, je m'ai retrouvé en tout cas dans le concept déjà de base de briques et donc de construction et de partir sur de nouveaux matériaux, mais je ne connaissais pas du tout ces possibilités-là de régénérescence par elles-mêmes. C'est assez incroyable. Ça ouvre de belles perspectives. Claude Lefrançois, je viens vers vous. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler de cette innovation qui vient d'Indonésie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah ben non seulement j'en ai entendu parler, mais c'est pas une découverte pour ce qui me concerne. Et notamment, Monsieur Poulard disait que les immeubles anciens peuvent de temps en temps avoir des pathologies, notamment les ferrailles qui gonflent, etc., qui font que les bétons se fissurent. Et de nombreux laboratoires, de nombreux centres de recherche essaient justement ces formulations à base de mycélium de champignons pour réparer ces bétons anciens. C'est quelque chose qui est... C'est une piste d'avenir, à n'en pas douter, pour construire des maisons, certes, mais déjà pour redonner vie à des bâtiments qui sont en souffrance. Donc c'est une piste d'avenir, oui, ça c'est sûr. Bon ben voilà, pas besoin d'aller sur Mars déjà, on va s'en servir sur notre bonne vieille Terre. Merci beaucoup, merci Olivia, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Move, chronique sur les nouvelles mobilités. Je vous propose un vélo à base de bambou et d'aluminium, vous allez voir.
Smart Move, on explore les innovations en matière de nouvelles mobilités avec Mobius Bike aujourd'hui. Bonjour Iman Lalali Benberim, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes ingénieure en mécanique, cofondatrice de Mobius Bike, lancée en novembre 2020. Vous y réfléchissez depuis un peu plus longtemps, ça fait combien de temps ? On y travaille concrètement depuis début 2020. Oui. Depuis le début de l'année 2020. Des vélos qui sont donc éco-responsables et recyclables. À partir de quels matériaux vous les avez imaginés et conçus, ces vélos ? Alors, le cadre est fait à partir de 70% de bambou. Le reste du cadre est fait avec de l'aluminium recyclé. Et puis, pour les selleries, on a choisi du cuir de raisin issu du recyclage de l'industrie viticole. Ce mariage entre le bambou et l'aluminium, ça peut sembler étonnant. Vous l'avez breveté, ça a demandé beaucoup de recherche, de travail ? Alors, deux choses. Oui, on l'a breveté. L'assemblage bambou-aluminium fait l'objet d'un brevet en France et ailleurs pour Mobius Mobility. Ensuite, le vélo bambou avec un assemblage aluminium, en fait, finalement, c'est quelque chose qui existe déjà, notamment en Asie, qui a fait ses preuves à la fois mécaniques et de durabilité, mais aussi de matériaux qui absorbent très bien les vibrations sur un vélo. Donc, on s'appuie aussi sur l'expertise, le savoir-faire et le recul qu'on a ailleurs. Ouais. Alors, quand on est béotien comme moi, on se dit bambou, ça n'a pas l'air très solide. Comment vous le rigidifiez ? Comment vous lui donnez de la force, en fait, à ce bambou ? Alors, il est déjà naturellement rigide. C'est un matériau qu'on utilise dans les échafaudages ou la construction ailleurs dans le monde. On utilise aussi un procédé d'assemblage qu'on appelle bambou laminé, qui permet d'augmenter encore la robustesse des tubes qu'on utilise dans nos cadres. Et puis, un vélo Mobius qui est livré, évidemment, a subi tous les tests mécaniques, électriques, il sera complètement certifié. Vous avez aussi décidé d'abandonner la bonne vieille chaîne à vélo traditionnelle. Pourquoi ? C'est une bonne question. Une courroie permet à la fois de réduire le nombre de pièces, puisqu'on évite d'avoir un carter qui souvent est en plastique, quasiment systématiquement. Et puis, c'est un équipement qui permet de réduire la maintenance et d'augmenter la durée de vie du vélo, en plus d'être propre et silencieux. Donc on est dans cette démarche que je comprends vraiment globale. Vous avez dit, OK, on va créer un vélo, mais à chaque étape, vous avez listé en cherchant d'être le plus éco-responsable possible, c'est ça ? Exactement ça. C'est-à-dire qu'on est parti du constat que le vélo aujourd'hui est une des solutions, voire la solution de mobilité la plus efficace quand on compare par rapport à un véhicule thermique. On sait que le transport thermique, c'est 30% de pollution en France, 20% dans le monde. Par rapport au transport en commun que j'ai, à titre personnel, comme beaucoup de citadins, beaucoup éprouvé, c'est de plus en plus pénible. Aujourd'hui, le vélo est la solution de mobilité, en particulier post-pandémie. Mais c'est quelque chose qui est dans l'usage éco-responsable, mais quand on dézoome et qu'on regarde l'ensemble du cycle de vie produit, eh ben pas forcément. Je citerai 3 exemples. On utilise beaucoup des aciers et de l'aluminium vierge avec des extractions de bauxite et des procédés extrêmement énergivores. On utilise des cuirs animaux avec des tannages toxiques. Et enfin, la fin de vie des vélos est souvent ignorée, avec une estimation de 15 millions de vélos qui finissent jetés par le propriétaire, soit dans des cimetières à vélo, soit plus proches des sinos, au fond de la Seine. Donc vous, il y a même un engagement sur la reprise du vélo, exactement. C'est ça ? Nous, on adresse... En fin de vie. Tout à fait. On adresse l'ensemble du cycle de vie produit, du design avec des matériaux biosourcés, recyclés, recyclables, en passant par la compensation liée au transport, jusqu'à la gestion de leur fin de vie où on recycle les batteries des vélos. Mais alors justement, ce sont des vélos électriques. La question des batteries, elle est centrale. Alors, c'est pas pour les vélos que c'est le plus grave, évidemment, c'est pour les véhicules plus lourds, mais quand même, qui dit batterie dit terres rares, donc c'est un vrai enjeu de ces nouvelles mobilités. Comment vous l'avez résolu, cet enjeu ? Alors, c'est sûr, une batterie, ça ne pousse pas dans les arbres. Maintenant, aujourd'hui, il faut comparer ce qui est comparable. Ce qu'on cherche à remplacer en premier lieu, c'est le transport thermique, et on cherche à le faire sans créer de problématiques par ailleurs, c'est-à-dire en adressant le problème de bout en bout. Il faut savoir qu'un vélo électrique aujourd'hui pollue quand même 100 fois moins qu'un transport thermique, et c'est cette population qu'on cherche à mettre sur des vélos électriques. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on collecte et on recycle la batterie, et enfin, l'un n'empêche pas l'autre. On est sur le point de lancer un vélo qui est musculaire.
Vos vélos, ils sont assemblés au Portugal. Pourquoi pas en France? Il n'y a plus le savoir-faire en France? C'était pas possible? Alors, si, il y a un savoir-faire qui est croissant d'ailleurs en France. Il y a notamment 2 usines d'assemblage qui acceptent d'autres marques qui étaient en surcapacité. Et comme on voulait lancer le vélo dès cette année, on s'est tourné vers le Portugal pour l'instant, avec l'objectif à moyen terme de relocaliser l'assemblage en France. Ça, c'est vraiment intéressant. Le boom du vélo fait qu'il y a une filière qui est en train de se recréer ou de grandir de nouveau en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, cet engagement, vous pensez qu'il est tenable à quelle échéance de produire, d'assembler en France? Nous, dans nos plans d'investissement, on vise un assemblage dans nos usines propres à horizon 2023. Donc c'est c'est vraiment pour demain. Merci beaucoup, merci Iman Lalai Benberry. Bon vent à vos vélos, à Mobius Bike et Mobius Mobility. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui était ici pour sa chronique, mais qui programme et qui prépare toutes mes émissions, que ce soit Smart Future ou Smart Impact. Merci à toutes les équipes de Bismart en régie et à la rédaction. C'est toujours un bonheur de bosser avec vous. Voilà, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour Smart Future et dès lundi pour un nouveau numéro, une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Salut à toutes et à tous, vous pouvez revenir en 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.